Bienvenue. Aujourd'hui, on explore l'histoire de Joseph Merrick, celui qu'on connaît surtout comme l'Elephant Man. Une image souvent tragique, un peu une curiosité de foire. Mais derrière ça, il y a une vraie histoire humaine assez complexe. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va s'appuyer pour ça sur des extraits d'une biographie qui est bien documentée, The True History of the Elephant Man. Elle essaye vraiment de démêler le vrai du faux, la légende des faits. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux cet homme Joseph Merrick, derrière le mythe. Alors, commençons peut-être par ce contraste frappant entre son image et qui il était vraiment. Oui, c'est saisissant. D'un côté, on a l'image publique, celle des spectacles, et même la première réaction du chirurgien Frédéric Treves. Il le décrit comme Repoussant, c'est ça. presque simplet même, il dit. Exactement. Repoussant, hagard, presque simplet. Et de l'autre côté, les témoignages montrent que quelqu'un d'intelligent, de sensible, capable de s'exprimer, même si c'était difficile pour lui. Et la biographie, elle donne des preuves concrètes de ça, hein, de cette intelligence, de cette sensibilité. Ah oui, tout à fait. Le livre rassemble pas mal d'éléments. Son autobiographie, par exemple. Bon, la chronologie est pas toujours hyper claire, mais ça montre une vraie réflexion. Et puis il y a sa poésie. Et cette citation qu'il aimait beaucoup, The mind's the standard of the man. L'esprit est la mesure de l'homme. C'était pas juste pour faire joli, quoi. Ça prend tout son sens dans son cas. Ben oui. Et sa réaction, très émotive quand on était gentil avec lui. Il y a cette anecdote poignante avec Madame Mathurin, une jeune veuve, apparemment la première femme de son milieu, à lui sourire vraiment et à lui serrer la main. Ça l'a bouleversé. Ça montre bien une sensibilité qui était là, mais étouffée. Et ce désir de normalité dont on parle souvent, comment ça se voyait au quotidien, d'après les sources? Par des choses très simples en fait. Le livre raconte son envie vraiment forte d'aller au théâtre ou de passer des vacances à la campagne, tranquille. Loin des regards. Voilà, des choses toutes bêtes pour nous, mais pour lui c'était quasiment impossible. Comme cette histoire de la visite au théâtre Drury Lane. C'est ça. C'est l'actrice Madge Gendall qui avait arrangé le coup très discrètement pour qu'il puisse voir le Chaboté, une pantomime. Il était caché dans une loge privée qu'on lui avait prêtée, et apparemment il était comme un gamin, émerveillé. Un petit moment volé, quoi. C'est touchant. Et ça rend encore plus dur d'imaginer sa condition physique. Justement, parlons-en. Cet aspect médical qui a tant dérouté les médecins. Treves donne des descriptions assez dures. Oui, très précise même. Une tête énorme, 91 centimètres de tour de tête, c'est colossal. La peau qui formait des masses, des plis épais, surtout sur le dos. Et puis ce bras droit, décrit comme une sorte de nageoire, complètement difforme, alors que le bras gauche était normal, fin, délicat même. C'est ce contraste aussi qui était frappant. Treves lui-même ne savait pas quoi en penser au début. Non, il avoue qu'il était perdu. Il n'arrivait pas à poser un diagnostic. Ça dépassait ce qu'il connaissait. Et c'est là qu'un autre médecin intervient, c'est ça? Le docteur Crocker. Avec une idée un peu nouvelle pour l'époque. Tout à fait. Quand Treves présente le cas à la Pathological Society, il y a ce dermatologue, Radcliffe Crocker. Et lui, il suggère qu'il pourrait y avoir un lien. Un lien entre différentes maladies rares de la peau et des os. Il parle de dermatolyse, la peau qui perd son élasticité, de pachydermatocellose, des termes un peu techniques. Oui. Et il évoque une possible cause nerveuse derrière tout ça. C'était une piste intéressante à l'époque, parce que les maladies génétiques complexes qu'on évoque aujourd'hui, comme la neurofibromatose ou surtout le syndrome de Proté, on ne les connaissait pas. Donc on voit bien les limites de la médecine d'alors. Aïe, clairement. Le diagnostic exact fait d'ailleurs toujours un peu débat aujourd'hui, même si on planche pour Proté. Avant d'être pris en charge à l'hôpital, il y a eu cette période des freak shows, ces spectacles de curiosité très populaires à l'époque victorienne. Qu'est-ce que la biographie dit de cette période et du forain Tom Norman? Alors, le livre rapporte le point de vue de Norman. Lui, il se défendait d'être cruel. Il disait en gros qu'il lui offrait un job. Une alternative à l'asile, au workhouse? C'est ça. Une alternative au workhouse qui était souvent terrible. Pour Norman, c'était un moyen pour Merrick de gagner sa vie, d'avoir une certaine autonomie. Il disait le traiter correctement, de façon pragmatique. Ça nuance un peu l'image d'exploitation pure et simple. Oui, c'est la nuance. Même si, bon, l'exhibition en elle-même restait dégradante, évidemment. Mais c'est une perspective à considérer. Et puis Treves intervient, met fin à l'exhibition à Londres et Merrick trouve refuge au London Hospital. Mais est-ce que c'était la fin de son statut de curiosité pour autant? C'est toute l'ambiguïté. Il y a eu cet appel aux dons, lancé par le président du comité de l'hôpital, M. Cargom, et ça a été un succès incroyable.
Les gens donnaient énormément d'argent, assez pour lui assurer un logement à vie à l'hôpital. C'était un geste de charité assez exceptionnel. Mais Mais, comme le souligne la source, il est quand même resté un objet de curiosité. La haute société venait le voir, même la princesse de Galles. Les étudiants en médecine l'observaient. donc, il était en sécurité, mais toujours sur le regard des autres. Exactement. Sa vie était sécurisée, mais il était totalement dépendant, et toujours observé. Il n'était plus sur une estrade de foire, mais sa différence continuait d'attirer l'attention, différemment. Sa mort aussi, en avril 1890, elle est particulière. Oui, la théorie la plus répandue, c'est celle de Treves. Il pense que Méric aurait essayé de dormir allongé, normalement, Comme tout le monde, voilà, et que le poids de sa tête aurait soit disloqué ses vertèbres cervicales, soit provoqué une asphyxie. Une fin tragique qui fait écho à cette quête impossible de normalité. son squelette est toujours conservé, d'ailleurs. Mais au final, qu'est-ce qui ressort de l'homme de Joseph Merrick à travers cette biographie? Ce qui ressort très fort, c'est la confirmation de ce qu'on disait au début. Une intelligence réelle, une sensibilité, artistique même, et un désir profond de dignité. Tout ça piégé dans ce corps. Qui provoquait l'horreur ou la pitié. C'est ça. La biographie met vraiment en avant sa résilience face à une situation physique et sociale qu'on a du mal à imaginer. On est loin du simple monstre de foire. Treves lui-même finit par parler d'un esprit noble, héroïque. C'est vrai que son histoire, au-delà du cas médical ou du drame humain, elle continue de nous parler aujourd'hui. Ces sources qui essayent de retrouver l'homme derrière le phénomène, elles nous renvoient à notre propre regard peut-être, sur la différence, sur le handicap, sur ce qu'est la dignité d'une personne au fond. Est-ce que notre regard a tant changé que ça depuis l'époque victorienne? C'est une question qui reste, je crois.